Mesdames et messieurs, bonjour. Il arrive qu'un individu devienne le centre de votre vie sans que vous ne soyez lié à lui, ni par le sang, ni par l'amour, mais simplement parce qu'il vous tient la main, vous aide à marcher sur le fil de l'espoir. Amis, frénétiquement, c'est en référence à cette assertion de Fatou Diom que toute l'équipe de B-News, par ma voix, vous remercie pour l'intérêt manifeste que vous portez à nos programmes et qui constitue d'ailleurs pour nous la force et l'énergie nécessaires dont nous avons besoin pour continuer à vous servir le meilleur de l'information. Vous êtes sur Carré Politique et merci donc de nous rejoindre. La nouvelle a pris tout le monde de court. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a rendu sa démission mardi 12 juillet dernier après une journée marathon, journée au cours de laquelle il a d'abord rencontré le président de la République, Patrice Talon, dans la matinée du lundi, et ensuite le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dans l'après-midi. Hier, mercredi, l'avocat est revenu sur les raisons de sa démission et surtout sur sa prochaine destination. Mais cette décision qui intervient à 6 mois seulement des législatives de 2023 ouvre le champ à plusieurs probabilités qui révèlent déjà des indiscrétions. Nous ferons le décryptage ce matin avec nos invités déjà installés. Cyriaque Tekenou, bonjour. Bonjour Paul Danongbe, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BINU. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré. Vous faites le débat ce matin avec Ange Banouin. Ange, bonjour. Bonjour Paul Danongbe, bonjour aux amis internautes. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Fait surprenant, événement historique, une première dans l'histoire du Bénin, Joseph Diogbenou a déposé le tablier à la Cour constitutionnelle. Écoutez, nous sommes dans un contexte qu'il faut recentrer aujourd'hui à environ 6 mois des législatives de janvier 2023. Et un fait comme celui-là, qui plus ou moins semble anodin au sein de l'opinion, relève de bon nombre d'éléments politiques. Et bien que cela puisse paraître pour le commun ou bien pour la majorité comme un élément surprenant, c'était dans une certaine mesure un schéma qui se dessinait et dont certainement on aura la chance ou bien on aura l'occasion de voir son aboutissement dans quel cas sous peu. Cyriaque Tekenou, est-ce que vous avez été surpris par la nouvelle, l'annonce de la démission de Joseph Diogbenou comme tous les Béninois? En fait, il faut quand même préciser un fait. La démission en Afrique n'est pas quand même un fait d'actualité, puisque les Africains, et notamment sous nos cieux au Bénin, ne sont pas habitués à ce que quelqu'un nommé à un poste de responsabilité démissionne. On se rappelle, pas plus tard qu'il y a de cela quelques années, de la démission de Candide Azanaï de son poste de ministre. On sait combien de fois les Africains sont très attachés à l'honneur et à tout ce qui entoure. Maintenant, nous sommes dans un environnement politique et comme l'a dit quelqu'un, lorsque quelqu'un qui occupe une si haute fonction dans l'environnement politique béninois démissionne, c'est sûr que la personne s'attend à aller à une prochaine destination, surtout lorsque l'on analyse un tant soit peu cette parfaite relation entre Patrice Talon, président, et son ex-avocat, Joseph Diogbenou. On sait combien de fois Joseph Diogbenou a œuvré d'abord aux côtés de l'homme d'affaires pour qu'il se débarrasse de toutes ces accusations, tentatives d'empoisonnement et de tentatives de coup d'État. On sait aussi que c'était son garde des Sceaux, l'homme qui a quand même œuvré pour initier ce tout premier projet de révision de la Constitution. Donc le fait qu'il soit d'abord désigné par l'Assemblée nationale pour être quand même reconseillé au niveau de la Cour constitutionnelle avant d'être élu président de la Cour constitutionnelle, tous ces éléments-là conciliés déjà nous amènent à comprendre qu'il ne peut pas démissionner ex nihilo. Aujourd'hui, on est dans un cas où il a été d'abord rencontré le président de la République, après il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que dans cette soirée de lundi déjà, des voix commençaient déjà à quand même, disons, s'élever. Oui. Et on sait aussi que bien avant cela, qu'il a été reçu par le président Adrien Humbedi à son domicile, où les deux ont quand même, disons, beaucoup échangé. Rien n'a filtré de leur échange. À environ 2 semaines avant l'annonce de sa démission. Oui, environ 2. Donc, je crois que nous sommes plutôt dans un schéma très bien dessiné, c'est la politique. Et au-delà, quand même, de la surprise que cela provoque, parce que
ne sommes pas habitués à ce que quelqu'un démissionne. Mais lorsque vous analysez les faits, nous sommes à 6 mois des élections législatives. Et lorsque vous occupez de si hautes fonctions, il y a une période de neutralité que vous devez observer. Et quand on sait que les élections auront lieu le 8 janvier prochain et que l'intéressé démissionne à peu près le 10 janvier, je crois, en quelque sorte, c'est qu'on lit déjà à peu près que il s'agit quand même, disons, d'une démission pour pouvoir rebondir dans quelques mois plus tôt. Ange Banouin, face à la presse mercredi, hier seulement, Joseph Djobouénou a indiqué que les objectifs qu'il poursuivait au sein de la Cour constitutionnelle étaient déjà atteints et a d'ailleurs annoncé son retour en politique. Mais au sein de l'opposition, les arrêts que sa Cour a connus tout le long de son parcours, enfin tout le long de sa présence à la tête de l'institution, ont été souvent critiqués parce que justement ces acteurs de l'opposition le voient trop proche de Patrice Talon. Écoutez, vous savez, il y a un fait qui a semblé pour le moins anodin pour plus d'un avant cette démission du mardi 12 dernier. Oui. C'est l'audience accordée que lui a accordé le chef de l'État. De mémoire, lorsque un président d'une institution comme la Cour constitutionnelle, qui est une des institutions garantes de l'État, de la souveraineté de la République, en termes de constitutionnalité, en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité de tout ce qui est pris comme décision au sein du pays. Lorsque ces deux personnalités, d'habitude, se rencontrent et face aux médias, c'est pour des questions, pour la plupart, d'intérêt national. Mais, comme toute attente, Joseph Djobouénou n'aura fait aucune déclaration. C'était un élément assez anodin, dans la mesure où pour le moins, s'il s'agissait d'une question qui était à l'encontre, sinon, de la souveraineté nationale, c'est-à-dire de l'État, c'est que cela devait peut-être soit de la Cour qui voulait faire une annonce ou bien inviter le chef de l'État par rapport à un sujet donné. Mais rien n'y fit. Donc, cela laisse entrevoir quoi? Entrevoir que après cette démission qui est survenue, qu'il y a quand même eu une intelligentsia qui est mise en œuvre pour pouvoir, dans une certaine mesure, remettre en selle cet homme qui, dites-vous, peut paraître anodin pour plus d'un, mais dans la réalité relève, dans une certaine mesure, d'un coaching donné. Parce qu'il vous souvienne que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, Joseph Djobouénou est l'un des principaux hommes de main de Patrice Talon. Mais dans un État comme celui du Bénin, où nous avons voulu la séparation des pouvoirs, il était admis que lorsque vous êtes président d'une institution comme la Cour constitutionnelle, vous n'avez plus un rapport de connivence, mais plutôt un rapport de contrôle, ou bien dans une certaine mesure. Mais par la force des choses, on se rend compte qu'aujourd'hui, loin s'en faut, parce que dans l'opinion, tout porte à croire aujourd'hui que tous les éléments qui ont été agités contribuent ou bien renforcent cette vue d'esprit, dans une certaine mesure. Car Joseph Djobouénou lui-même n'a pas manqué de dire que les objectifs poursuivis à la Cour ont été atteints. Donc, c'est dire que dans une certaine mesure, aujourd'hui, sans le vouloir, il donne, je ne dirais pas carte blanche à ceux qui, dans une certaine mesure, ont lu dans sa posture une sorte de connivence ou de caution de tout ce qui a été porté jusque-là. Et mieux, lorsqu'on avance, il trouve aujourd'hui que, après avoir, à travers sa déclaration, après avoir, je ne dirais pas par triomphalisme, dit que tout ce qui a été atteint, qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, que le reste du chantier est sur le terrain. Donc, point de doute, mission accomplie. Au terme de son mandat, c'est vrai, il n'est pas allé à l'issue du mandat, mais selon vous, quel est le point, quel est le bilan qu'on peut faire des lois qui ont été reconnues constitutionnelles sur toute la période? Vous savez, la plupart du temps, les lois qui focalisent l'opinion sont souvent les lois qui touchent beaucoup plus à ce qui concerne les droits de l'homme et aussi les aspects politiques. Sinon, en ce qui concerne par exemple les questions économiques, les questions environnementales et autres, très peu l'opinion reste focalisée. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait même, cela amène d'ailleurs même à faire le bilan en quelque sorte
de la 8e législature qui est en train de finir. Et mieux également de se rendre compte que souvent sur les lois sur lesquelles il y a des points d'achoppement, ce sont ces lois-là qui touchent véritablement à l'animation de la vie politique. Et au nombre de ces lois de mémoire, je pense déjà sous la 7e législature, il y a eu par exemple la loi qui portait sur le droit de grève. Et en dehors de cela, il y a eu bien d'autres lois également. Il y a eu également même, le code pénal qui aujourd'hui, dans une certaine mesure, limite dans une proportion restreinte certaines actions qui avaient pion sur rue, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus être d'actualité. Et en dehors de cela, l'un des éléments majeurs a été celui des législatives de 2019, avec cette affaire de certificat de conformité qui, dans une certaine mesure, a créé toutes les polémiques et mieux également mis certains partis politiques sur le carreau et pourquoi pas également créer des tensions au sein de l'opinion. Je ne dirais même pas au sein de l'opinion, créer des tensions électorales au cours de ces élections-là. Et donc, lorsque vous prenez ces éléments, vous vous rendez compte que au-delà de la mission que l'on pense qui a été assujettie à Joseph Diogbenou, et mieux de l'appréhension que sa gouvernance, je ne dirais pas, oui, sa présidence au niveau de la Cour constitutionnelle aura laissé dans l'opinion, loin de ceux de son parti politique, c'est que l'opinion ne l'aura pas forcément porté à cœur parce qu'à un moment donné, l'opinion, sur certaines décisions, s'attendait à ce qu'il retrouve en tant que magistère, Joseph Diogbenou comme l'acteur de Alternative Citoyenne, l'organisation de société civile, qui a battu le macadam sous Boni Yayi et qui plus tard a rejoint l'Union progressiste dans un chemin de Vox Populi, Vox Dei, de porter la voix de l'opinion, mais qui malheureusement aujourd'hui s'est retrouvé carrément en démarcation de cette masse populaire là. Voilà. C'est-à-dire que nous, en termes de bilan, est-ce que selon vous, on peut dire aujourd'hui que le passage de Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle aura été bénéfique pour la démocratie au Bénin? En fait, je pense que c'est une appréciation qui peut sans doute diversifier selon quand même la position de chacun des acteurs. Si vous posez aujourd'hui la question, surtout aux acteurs de la mouvance présidentielle, ils vous diront que les objectifs ont été atteints parce que Banouin parlait tout à l'heure de ce que c'était quand même l'avocat de Patrice Talon, c'était aussi son ministre de la Justice, c'était aussi l'homme qui a porté ce projet de révision de la Constitution. Vous savez combien de fois Joseph Diogbenou a contribué à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon en étant l'un des principaux acteurs de la société civile, à qui beaucoup d'acteurs, surtout les jeunes étudiants, les jeunes juristes, lisaient quand même un espoir ou bien un juriste quand même, disons, impartial. Donc, lorsqu'on parle d'atteinte des objectifs, il ne faut pas non plus oublier que c'est cette Cour-là qui a rendu certaines décisions qualifiées de décisions chrysogènes, vous voyez, par les acteurs de l'opposition. Il ne faut pas non plus oublier qu'en 4 ans de Joseph Diogbenou, qu'il y a eu pas mal de crises qui ont secoué le pays à travers des décisions, il faut avouer, historiques. Notamment, il y a quand même ce certificat de conformité qui a empêché beaucoup de formations politiques de participer aux élections. Il y a aussi quand même cette décision qui a été rendue au beau milieu de l'installation des conseils communaux, lorsque l'on a remarqué qu'il fallait quand même retoiletter le code électoral pour pouvoir empêcher qu'au niveau des formations politiques, que certaines pagailles s'observent au point où certains conseillers puissent basculer au sein de l'opposition. On a aussi à l'esprit ce retrait de droit de grève. On a aussi à l'esprit le fait que Boni Yayi ait pu perdre à travers une décision de la Cour constitutionnelle son domicile à Parakou. Il y a bon nombre de faits qui aujourd'hui retiennent l'attention des uns et des autres. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans un schéma qui est sans doute dessiné depuis fort longtemps parce que Joseph Diogbenou, c'était l'homme candidat à l'élection présidentielle de 2016, vous voyez, mais qui, à la toute dernière minute, a su sacrifier ses ambitions au profit de l'ambition, quand même, disons, de son patron, de celui qui l'employait. Vous voyez, et Patrice Talon est devenu président de la République. Beaucoup d'acteurs politiques lisent déjà en ça des signes prémonitoires d'une candidature en 2026.
Ouais, donc on est dans un schéma où le dauphinat, ou bien c'est-à-dire le futur dauphin, on est déjà en train de voir en quelque sorte que le futur dauphin est sans doute en train d'être désigné. On sait déjà, d'ores et déjà, qu'en 2023, qu'il sera sans doute, sauf surprise, qu'il sera sans doute, c'est vrai qu'on connaît Patrice Talon comme l'homme des contre-pieds parfaits, mais il ne faut pas perdre de vue une réalité. Tous les schémas Diogbenou, Patrice Talon n'ont jamais surpris. Les gens avaient déjà dit en 2000, et il y a de cela 4 ans, que c'est lui qui remplacerait Olo au niveau de la Cour constitutionnelle. Il s'est retrouvé là-bas. Les gens avaient déjà prédit que ce sera sans doute lui, peut-être en 2026. Et le schéma qui se dessine aujourd'hui, c'est que sans doute, Diogbenou prendra sans doute le couloir de l'Assemblée nationale, peut-être être président de l'Assemblée nationale, tel que le schéma se dessine, même s'il faut d'abord aller au vote. Mais ces éléments-là doivent nous amener à comprendre en quelque sorte, disons, c'est la poursuite de Patrice Talon. Patrice Talon est sans doute quelqu'un qui, en réalité, est très confiant de pouvoir gagner les élections législatives à venir. Il n'y a rien par rapport à ça. C'est déjà un schéma presque décrit. L'autre aspect de la chose, oui, très rapidement, que Joseph Diogbenou aille rencontrer Patrice Talon et aille rencontrer Vlavonou, ce ne sont que quand même, disons, des images communicatives que l'on renvoie à la population. Ce ne sont que des images de communication que l'on renvoie à la population. Sinon, c'est-à-dire ces discussions sont des discussions qui ont déjà eu lieu dans l'ombre. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui atterrira là-bas. Les gens parlent de Adrien Humbedi. Et il ne faut pas oublier un fait. Quand il revient, c'est Dekenou, si vous le permettez, Ange Banouin, le successeur de Joseph Diogbenou, sera connu dans les prochains jours, puisque l'article 12 de la loi organique de la Cour constitutionnelle stipule que la nomination du remplaçant doit se faire dans le même mois. Selon vous, qui êtes analyste politique, qui voyez-vous déjà comme le remplaçant de Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle? Vous savez, cette question me fait pouffer un peu de sourire, dans une certaine mesure où nous sommes là dans un cadre qui se dessine. Il y a beaucoup de noms. Sinon, il y a un nom qui est aujourd'hui, qui fait office, qui est carrément un secret de polichinelle aujourd'hui. Et ce nom-là est connu de tous les Béninois presque. Lorsqu'on lit le géopolitique, lorsque déjà hier, on a vu des changements sur certaines pages de certaines personnalités politiques, lorsqu'on a vu des toilettages, lorsqu'on a vu même certains qui, après avoir laissé le barreau béninois pendant des années, se sont réinscrits. Et mieux, lorsqu'on a vu quelqu'un comme Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, qui n'était pas constitutionnaliste, mais plutôt avocat, donc cela porte aujourd'hui à croire que le mythe de celui qui serait président de la Cour constitutionnelle ne dépendra plus forcément d'un pédigré donné, mais plutôt de quelqu'un qui serait porté par le chef de l'État pour pouvoir assumer cette fonction-là. Et c'est là où cette démission aujourd'hui de Joseph Diogbenou, qui se remet en selle pour être candidat, pourquoi pas, probablement, aux législatives prochaines, et pourquoi pas briguer pour le perchoir du Parlement, et puis d'autres horizons après, pourquoi pas, parce que, dites-vous que cela amène à se rendre, ça veut dire d'une chose, cela amène à se raviser de ce que, au-delà de tout ce qu'on dit, il y a comme un manque de personnel politique au cœur de l'action publique aujourd'hui au Bénin, que ce soit au sein de la mouvance que de l'opposition. C'est vrai que vous avez fait un portrait déjà parfait de celui que vous voyez comme le remplaçant, mais les internautes sont intéressés par un nom. Le nom, oui. Ils vont le découvrir, c'est dans quelques jours. Réponse subtile à Ange Banouin. Oui, c'est Yac de Kémy. Non, en fait, il ne faut pas quand même, disons, cacher les choses. Vous savez, il y a de cela 2 semaines, on a remarqué que Maître Adrien Humbedi s'est fait réinscrire au barreau, alors que c'est quelqu'un qui a quitté, quand même, disons, la robe noire depuis près de 3 décennies, je crois. Depuis 3 décennies. Oui, depuis plusieurs années déjà. Donc, lorsque vous remarquez ce schéma-là d'un retour de Maître Adrien Humbedi, qui déjà, avec le poids de l'âge, ne pouvait plus, quand même, disons, se mettre dans ce schéma-là, d'aller plaider au niveau des tribunaux, on sent déjà ce qui va se passer. Et il ne faut pas oublier un fait. Peut-être que les acteurs politiques ne lisent pas de loin les schémas de Patrice Talon. Patrice Talon, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, fait l'effort de prendre à défaut le peuple béninois et ses adversaires politiques. Vous savez pourquoi? Lors de la réélecture du code électoral, c'est sous Joseph Diogbenou que ce qui pouvait empêcher un président de la Cour constitutionnelle ou ce qui pouvait empêcher un responsable administratif au niveau d'une commune d'être candidat
a été levé. Et ce sont quand même, disons, des éléments forts. Et c'est depuis ce temps-là, il y a de cela 3 ans, je crois, lorsque j'ai remarqué cela, que j'ai dit, waouh, donc si la possibilité maintenant est réoctroyée, et à travers, quand même, disons, une décision de la Cour constitutionnelle, à un président de la Cour constitutionnelle d'être candidat, à peut-être un secrétaire d'une mairie d'être candidat, c'est que l'objectif que l'on voudrait atteindre est un objectif vraiment lointain. Et aujourd'hui, loin s'en faut, on est quand même, disons, dans une posture où on peut croire que le prochain président de la Cour constitutionnelle sera sans doute, sauf quand même, disons, surprise, Maître Adrien Ngouedi, qui, il ne faut pas l'oublier... Est-ce que cela ne porte pas entorse à l'esprit et à la lettre de la réforme du système partisan qui voudrait passer à un renouvellement de la classe politique? Est-ce qu'on n'est pas... vous savez, on n'a pas l'impression de ce que on prend les mêmes... Lorsque l'on parle du renouvellement de la classe politique, vous pouvez mettre peut-être en considération certains éléments majeurs ou bien certaines institutions majeures, à savoir l'Assemblée nationale et puis à savoir peut-être les conseils communaux. Vous voyez, à savoir peut-être aussi, quand même, disons, ceux qui occupent des fonctions ministérielles. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la Cour constitutionnelle qui doit en réalité observer quand même, disons, Adrien Ngouedi a quand même dirigé l'Assemblée nationale. Oui, mais écoutez, Adrien Ngouedi a quand même dirigé l'Assemblée nationale. Mais rien n'interdit à quelqu'un qui a été, quand même, disons, ministre dans un gouvernement, qui peut-être a été, quand même, disons, député à l'Assemblée nationale, d'être président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un schéma politique où Patrice Talon ne commettra pas sans doute, disons, la bêtise de certains de ses prédécesseurs qui se sont retrouvés en fin de mandat en difficulté à cause de certaines décisions de la Cour constitutionnelle. On se rappelle très bien de ce que, malheureusement, les choses ont été faites de sorte que 39 plus 1 n'a pas été interprété pour être quand même, disons, égal à 40 ans et qui, malheureusement, a joué des tours. Vous voyez, au régime de Boni Yahi. Donc, il y a des éléments qu'il faut mettre en considération. Et lorsque Joseph Diaboé nous parle des objectifs qui ont été atteints, quels sont ces objectifs-là? Vous savez quoi? C'est que si l'Assemblée nationale ne vote pas une loi pour l'envoyer au niveau du Parlement, et ne vote pas une loi pour que cette loi-là soit envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle, soyez sûr qu'il n'y aurait pas de nouvelle interprétation. Et retenez-le une fois de bon. Cela traduit le fait que nous n'assisterons pas à une nouvelle réélecture de la Constitution béninoise ou bien quand même, disons, à une révision de la Constitution béninoise. L'objectif a été déjà atteint. Et cela voudrait dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, Joseph Diaboé, qui sera là sans doute en tant que président de l'Assemblée nationale, ne permettra pas aussi à ce que certaines lois qui remettront déjà en cause certains acquis pour la rupture soient quand même, disons, revues et relues. Donc nous sommes dans un schéma presque dessiné. Maître Adrien Ngouedi, futur président de la Cour constitutionnelle, c'est certain et c'est évident. Et les prochains jours, nous édifierons sans doute. Cyriaque Tekenou l'a dit, Ange Banouin, Maître Adrien Ngouedi, président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diaboé, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça laisse interpréter au politiquement correct ou à l'analyste politique que vous êtes? Écoutez, c'est un schéma parfait qui circule dans les polichinelles. Et vous savez, il y a dans ce qu'on appelle le ballon d'essai. Et lorsque, dans l'opinion politique, dans l'opinion publique, on lance ces genres de ballons d'essai, les gens se rendent compte qu'au fil du temps, que ça se réalise dans la mesure où l'opinion ne réagit pas, qu'on le veuille ou pas, dans un contexte même politique comme celui-ci, qui est très carré. C'est vrai que nous sommes dans carré politique, oui, donc qui ne permet pas aux populations, sinon aux acteurs politiques de pouvoir, dans une certaine mesure, lever le moins petit doigt, de se rendre compte à leur corps défendant que les choses se réalisent et se concrétisent selon le bon vouloir tel que prédestiné. Et donc, nous sommes là dans un schéma qui est bien peaufiné, bien tracé, qui sera certainement mis en selle sous peu, ou bien qui est en train d'être mis en selle. C'est seulement que, vous avez parlé par exemple de la question de renouvellement de la classe politique. Ben, écoutez, on dit que tout larron veut dépendre de celui qui l'écoute. Et en politique, on vous servira que des choses pour vous chatouiller les tympans, juste pour pouvoir faire passer certaines choses. C'est dit que, en réalité, lorsqu'on parle de renouvellement de la classe politique aujourd'hui, la posture que prend aujourd'hui Joseph Diaboé en quittant la Cour constitutionnelle pour se retrouver aujourd'hui, disons-le, militant au sein de son parti, et pourquoi pas potentiel candidat aux prochaines élections à venir, laisse croire qu'en réalité, qu'il n'y a plus d'acteurs politiques
majeur au sein du pays, dans la mesure où s'il y avait d'acteurs, on aurait trouvé mieux que Joseph Diogbenou. Et donc, cela amène donc à s'aviser de une chose, qu'en réalité, tout le pignon de Patrice Talon, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, tourne autour de quelques individualités. Et ce sont ces pions-là qu'on essaie de déplacer et qu'on essaie de positionner pour pouvoir simplement atteindre un objectif, soit celui de gouverner ou tout au moins de gérer la République. Et vous aurez pu constater que beaucoup même ont relevé comment est-ce que le Parlement béninois, dans une certaine mesure, est resté absent malgré sa présence et que il n'y a plus une vitalité politique. Nous ne ferons plus l'histoire de l'avènement de ce Parlement-là. Donc, et contrairement peut-être à Dekenou, qui pense peut-être que si Diogbenou arrive en tant que président de l'Assemblée nationale, qu'il n'y aurait pas de réformes majeures, cela me laisse, moi, encore dubitatif. Si tant est qu'il n'y a pas une mission au-delà de ceux qui y sont, on ne chercherait pas peut-être à repositionner un homme de main. Et mieux, en le faisant peut-être, on aura peut-être cherché, si le chemin se confirmait, à contenter un partenaire politique qui est Adrien Ongbedi, qui sera à la Cour constitutionnelle, et en ayant à sa guise le Parlement, la Commission électorale nationale et tutti quanti, même si on mettait, comme je le disais, sous d'autres cieux, Barack Obama au niveau de la Cour constitutionnelle, elle n'aura qu'à valider, dans la mesure où les choses seraient faites dans les règles de l'art, et la Cour n'aura simplement qu'à approuver pour que ça puisse passer comme une lettre à la poste. C'est dit que là, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui amène le commun des Béninois à se rendre compte qu'aujourd'hui, les acteurs politiques aujourd'hui au Bénin sont... la classe politique aujourd'hui est en train d'être délaissée à une proportion de personnes ou de personnalités qui la gèrent à leur bon vouloir, dans la mesure où, qu'on le veuille ou pas, ce sont les mêmes qui se déplacent, ce sont les mêmes qu'on repositionne, ce sont les mêmes qui se relaient. C'est carrément devenu une course de relais. Il reste à savoir si en 2026, ce ne serait pas cette course de relais-là qui va se poursuivre. J'ai envie de revenir sur cette question. Est-ce que ce genre de choses ne remet pas en cause l'esprit et la lettre de la réforme du système partisan que les mêmes acteurs politiques ont contribué à adopter? Et c'est là où je disais tout à l'heure que, en réalité, la réforme du système partisan avancée depuis 2016, moi je l'ai fait entendre Ubité et Orbi, n'était en réalité comme on dit, du bonbon qu'on a mis dans la bouche des politiciens pour pouvoir les appâter. Parce qu'avec la réforme du système... Ils ont mordu. Et ils ont même, au-delà même là, de mordre, ils ont même croqué l'hameçon. Dans la mesure où ils ont vu derrière le financement qui était. Et comme nous avons un système politique qui n'avait en réalité que quelques rares individus qu'on pouvait compter au bout des doigts, qui étaient en griffe, ce que dans sous d'autres on appelait les lobbies politiques, qui finançaient, qui fluidifiaient les partis politiques. Et au-delà de ça, le schéma qui avait précédé celui de 2016 était un schéma où l'argent, les ressources pour les partis politiques venaient principalement de deux pôles. Le pouvoir et ces derniers-là, qui étaient en griffe des lobbies économiques qui finançaient les partis politiques. Et donc, en asphyxiant toutes les ressources des partis politiques, on les a fait comprendre que, soit ils sont devenus vulnérables, donc on leur sert l'assiette de réforme du système partisan avec derrière le package de financement qui est. Et une fois qu'ils ont compris que cette réforme-là, au-delà de tout ce qu'on dit, réorganisation, opposition, mouvance, qu'il y a ces ressources-là qui vont leur permettre de fluidifier la vie politique, ils y sont allés bonnement et ils ont été pris à leur propre piège. Siya Dekenou, je sens que vous piaffez d'impatience de rebondir sur les propos de Ange Bamoué. Non, en fait, il faut quand même, disons, apprendre à connaître l'homme Patrice Talon. Patrice Talon, c'est une personnalité politique qui n'aurait jamais réussi dans le milieu des affaires s'il était quand même, disons, habitué à changer presque tout le temps son entourage. Vous savez, le propre des hommes d'affaires qui réussissent et qui vont très loin, ce sont des gens qui ont dans leur cercle restreint des gens qui ont déjà fait plusieurs bons nombres d'années avec eux et qui essayent tant soit peu de fidéliser ce type d'amitié. Patrice Talon, vous voyez, lorsqu'on parle de Romia de Wadaï, beaucoup parlent de lui ayant été son comptable depuis des années. Vous voyez, lorsqu'on parle de Johannes Dagnon et bon nombre d'acteurs politiques. Et quand vous voyez quelqu'un comme Patrice Talon qui a quitté les difficultés de la chasse juridique pour le pouvoir, mais a essayé un tant soit peu de satisfaire et de faire entourer quand même, disons, de lui
tous ceux qui ont porté son combat lorsqu'il était homme d'affaires, politicien, puisque tous ceux qui étaient impliqués dans les affaires tentatives d'empoisonnement et coups d'État et autres, il les a tous recasés. Et ce sont des gens qui aujourd'hui sont autour de lui et qui travaillent autour de lui. Donc à partir de ces faits-là, vous allez comprendre que ce n'est pas que nous sommes dans une rupture de personnalité politique, non, non, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a compris que pour pouvoir vivre longtemps dans un environnement, que ce soit en politique ou dans les affaires, il faut éviter quand même, disons, de changer presque tout le temps votre entourage. Et c'est d'ailleurs ce qui a fragilisé le pouvoir de Boni Yayi. Parce que lorsque vous nommez aujourd'hui quelqu'un ministre, que la personne fait 1 an, et que vous l'enlevez de votre gouvernement, c'est que vous avez contribué à donner à quelqu'un les moyens de vous contrarier sur le terrain politique. Et lorsque l'on fait quand même, disons, le taux, on a vu quand même que quelqu'un en 10 ans a nommé plus de 200 et quelques ministres. Par rapport à quelqu'un qui va finir sans doute ces 10 années de pouvoir sans pour autant nommer 70 ministres. Donc ce mode de fonctionnement-là est le type de mode de fonctionnement qui fait que Patrice Talon sait compter sur les mêmes piquets. Le fait de faire aujourd'hui le choix de Joseph Diogbenou, il pouvait choisir autre personne pour être président de la Cour constitutionnelle. Mais il a pris son avocat, il a mis ministre de la Justice. Après, il prend son avocat, il a mis président de la Cour constitutionnelle. Bon. Et c'est tellement qu'aujourd'hui... C'est pas lui qui nomme le président de la Cour constitutionnelle, même s'il a fait le lobby nécessaire. Aujourd'hui, on sait déjà d'emblée que ce sera quand même, disons, le même homme qui sans doute atterrira au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien plus tard, nous n'allons pas l'affirmer de façon péremptoire. Plus tard, donc, soyez certains que l'homme qui sera le dauphin de Patrice Talon en 2026 est déjà autour de lui, est déjà dans son cercle restreint. Et c'est un mode de fonctionnement propre à Patrice Talon. Est-ce que vous avez jamais vu Patrice Talon choisir quelqu'un? La preuve, il a fini les élections, il a fini son élection présidentielle. Mais c'est les mêmes acteurs qu'il a reconduits dans son gouvernement. Parce que il est déjà habitué à eux. Et ceux-là connaissent son mode de fonctionnement. Donc, on n'est pas en rupture quand même, disons, de personnalité politique. Non, on sait. La preuve, il y a des promotions. Très rapidement, puisque nous sommes contraints. Il y a des promotions. Tous les mercredis, il y a des nominations. Tous les mercredis. Et cela ne voudrait pas pour autant dire, mais lorsqu'il s'agit des fonctions clés, Patrice Talon sait sur qui fonctionner. Analysez aussi un dernier point. Oui, très rapidement. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que Patrice Talon, qui, quand même, disons, avait de parfaites relations avec Adrien Humbedi, qui, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui a porté Adrien Humbedi à la tête du Pêchois en 2015. Sans lui, Adrien Humbedi n'aurait jamais été président de l'Assemblée nationale. Il a porté. C'est vrai que leur relation, quand même, disons, avait évolué en dents de 6 suite quand même au refus de mettre Adrien Humbedi de faire dissoudre son PRD au profit du bloc républicain. Cependant, les deux hommes ont repris les pourparlers entre eux. Je me rappelle bien de ces propos. Je maintiens mon amitié avec Maître Adrien Humbedi, mais je pense que sur le plan politique, lui et moi, on ne s'accorde plus. Cependant, les relations ont évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Adrien Humbedi est quelqu'un au sein du gouvernement et le vice-président de la chancellerie, c'est quelqu'un du PRD. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il sait fonctionner avec les gens, il sait maîtriser ceux avec qui il fonctionne et il ne change pas son entourage pour peut-être satisfaire des désidératas politiques qui plus tard pourraient lui jouer des tours. Ange Banoué. Je pense que Dekeno a fait une, je ne dirais pas, a fait des, est allé dans un certain sens qui aujourd'hui laisse entrevoir que nous ne sommes pas là dans l'esprit républicain. Nous sommes là peut-être dans une posture d'une caporalisation en griffe d'un individu qui veut simplement gérer tout tourne autour de lui, malheureusement ou bien malencontreusement par rapport à tout son argumentaire. Pourquoi pas en 2021, on a trouvé quelqu'un, c'est pour quelqu'un comme Talata pour pouvoir être vice-présidente. C'est dit quoi? C'est laissez-moi vous dire que c'est en fonction des intérêts et des objectifs à atteindre que, comme on le dit dans un jeu d'échecs, les pions sont déplacés. Et lorsque vous avez certains pions qui ne peuvent que vous rendre l'appareil par rapport à vos attentes, c'est sur ces individus-là que vous tablez. C'est dit quoi? C'est dit qu'aujourd'hui, sur le plan républicain, nous sommes dans un autre schéma carrément. Parce que, comme moi je l'avais déjà fait remarquer, et beaucoup d'analystes l'ont fait remarquer également, lorsque nous avons des hommes d'affaires qui arrivent au pouvoir, la gestion du pouvoir devient
autre chose et non une gestion d'un acteur politique qui veut faire vivre le vivier politique, qui veut fluidifier, qui veut créer de l'émulation politique, mais plutôt qu'un acteur politique, un acteur qui veut peut-être faire tourner son appareil autour de certains intérêts, de certains pôles, pour atteindre certains objectifs. Et laissez-moi vous faire comprendre que tous ceux qui sont aujourd'hui, nous avons eu certains, comme le PRD, qui sont revenus sous le régime qu'après 2021, et après avoir également, dans une certaine mesure, porté la candidature, après avoir fait pratiquement 5 ans laissés en rade. Et dites-vous qu'en réalité, tout ce dont nous parlons nous permet aujourd'hui d'avoir vu sur l'avenir et de savoir entre les prochains, sinon les potentiels prochains candidats, savoir, après avoir fait l'expérience d'économistes et de tutti quanti, et aujourd'hui, pourquoi pas, d'hommes d'affaires, de savoir qui est-ce que nous voulons pour créer l'esprit républicain et non l'esprit de gouvernance et de gestion d'un individu qui, à lui seul, pousse tous les pions autour de lui et qui règne sur toute la sphère politique et autres du pays. Nous descendons, c'est la fin de cette émission. Cyriaque Dequenou, merci d'avoir participé à ce plateau avec moi, Ange Banouin. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Cyriaque Dequenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Amis internautes, c'est la fin de votre émission Carré Politique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro.